Salut, moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Léo, partie 2 de ton témoignage. Ouais. Nous sommes toujours à La Réunion. Et dans le premier épisode, tu nous as raconté ton chemin de passif soumis, même si parfois un peu passif domi. On parlait un peu de, mais en fait, pourquoi tu racontes tout ça ? Qu'est-ce qu'on est en train de faire là ensemble ? Et toi, tu disais, moi, c'est un chemin pour normaliser. Et je trouve ça vachement intéressant parce que moi, la norme, ça m'emmerde. J'avais envie de te faire réagir à ça. C'est que moi, être normal, mais ça me fait bander même pas une seconde. Et ce que je trouve absolument magnifique dans ma queerité, dans mon homosexualité, dans mon identité PD, c'est-à-dire, j'ai transformé l'insulte en un royaume avec des fées magiques dedans, tu vois ce que je veux dire. Et moi, je le sens même dans mon rapport avec ma famille, d'être quelqu'un qui a marché sur d'autres chemins que ma famille d'hétéros. Mais moi, je sais, je connais des choses, je peux leur faire découvrir plein de trucs. Mais un peu comme quelqu'un qui a un talent de musique et qui te joue un morceau et qui t'embarque dans des endroits où tu te dis, mais moi, je sais pas jouer du piano, mais là, j'ai vécu des émotions. Tu vois ce que je veux dire ? Et je trouve qu'on est des super belles valeurs ajoutées à des familles qui, sinon, voilà. Et à idem, quelqu'un qui a des talents, idem, quelqu'un qui a des personnalités différentes. Enfin, en général, quoi, la différence, c'est un terreau magnifique. Et donc, quand j'entends, j'ai envie de normaliser, je pense pas que tu l'as dit en ce sens, mais voilà, j'ai envie de te faire réagir. T'en penses quoi ? T'as envie d'être normal ? Envie, peut-être pas, c'est juste que c'est plus simple, quoi. Ok. Ouais, c'est juste ça. Si c'est réussi, la normalisation de ton fétiche des pieds, par exemple, ta vie, elle change comment ? Qu'est-ce qui se passe une fois que t'as été normalisé ? C'est quoi la violence que tu ne subis plus ? Par rapport au fétiche des pieds ? Ouais. Si tu veux que ça soit normalisé, c'est qu'aujourd'hui, il y a des morceaux de souffrance ou de difficultés que tu as envie de voir disparaître. C'est lesquels ? Peut-être les difficultés que j'avais à l'époque d'en parler. Mais du coup, vu que là, j'assume beaucoup plus. Et j'estime aussi que j'ai pas besoin d'en parler forcément avec les personnes non sexuelles, enfin avec qui je ne fais pas de sexe, on va dire. Ça reste mon jardin secret. Donc juste, c'est plus simple maintenant aujourd'hui d'en parler avec les gens avec qui je fais du sexe, justement. Donc normaliser, peut-être du coup, avec toute ton explication, c'est peut-être pas le bon terme, parce que maintenant, c'est... Ouais. Toi, à la question que je posais dans l'épisode précédent, moi je demandais, est-ce qu'une sexualité soumise, c'est en fait j'ai des problèmes dans ma tête. Moi je parle de moi, D'accord. J'ai des problèmes dans ma tête, genre il y a des problématiques liées à la confiance en moi, on en a parlé, liées à mon rapport au corps, liées à mon rapport à la sexualité, qui fait que c'est dans ce setup là que j'arrive à vivre des émotions fortes, mais qu'en fait si j'arrivais à me détendre, si le monde était moins homophobe et ou rejetant, en fait je pourrais avoir d'autres facettes dans ma sexualité. Option 1. Option 2, toi j'ai l'impression que tu réponds, il y a plein de sexualités qu'on peut vivre, et moi la mienne, elle est ici, elle est à cet endroit, et en fait je kiffe, c'est génial, et je suis sur un chemin juste... oui, le monde extérieur me dit que je suis anormal, mais en fait non, pas du tout, et moi j'ai pas de problème, et ma sexualité me va très bien. Ouais, je pense qu'à l'heure actuelle je suis plus dans l'option 2. Du coup. Oui, parce qu'au final j'aime ça. Si j'arrive à avoir plus d'estime, j'allais dire que oui, peut-être que je changerais, mais j'arrive pas à me voir, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Là, j'essaie de m'imaginer autrement, faire du sexe autrement, et je sais pas si je prendrais aussi mon plaisir. Enfin, là, tu me demandes demain matin, sois actif, etc. Avec, par exemple, toute nouvelle confiance, je deviens actif. Tu vois mais il n'y a pas d'obligation, hein. Moi je te propose non, des mais options. Du coup, c'est pour ça que j'arrive pas trop à me situer dans ce que tu dis, parce que ça peut très bien être l'option 1 par rapport à des soucis qui ont fait que je kiffe ce sexe-là, mais du coup, vu que maintenant j'ai 26 ans, demain matin j'ai
plus ces problèmes-là, j'ai plus d'estime. Est-ce que je vais changer ma sexualité ? Je sais pas. Ouais. Parce que Il me semble que là, il faut qu'on aille creuser le... C'est toi qui vas choisir le livre dont tu es le héros. Soit on va sur les reniements que tu... Rentrer dans le moule réunionnais, survivre à la réunion, pour toi, hein, ta réunion à toi, ta ville. On peut dire la ville ou pas ? Oui, on peut. Saint-Denis. Ouais, on peut. Qui est la plus grosse ville au nord. Donc, ouais, rentrer dans le moule pour survivre au Saint-Denis que tu as expérimenté. Qu'est-ce qui s'est passé, machin. Et la question que tu te poses, putain, si j'avais grandi dans un truc accueillant, qui serais-je ? L'autre option, c'est d'aller dans Monsieur Compliqué. D'accord. Dans la phrase que tu m'as dite, qui est « Quand mes relations fonctionnent, je m'auto-sabote ». Ok. Tu te sens appelé par laquelle des deux thématiques ? On va dire dans l'ordre que tu as dit, donc on va aller d'abord sur... le passé ? Le passé. Les deux sont liés ? Les deux thématiques, tu penses, sont liées ? Non. Tellement pas d'accord. Non, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui a fait que maintenant je m'auto-sabote. Vas-y. Ah, on parle du coup là-dessus ? Ah, pardon. Non, mais il n'y a pas de souci. Bah ouais. Donc, en fait, je suis désolé, ouais. Pas de souci. Parce que là, je peux pas rester. Les auditeuristes peuvent pas non plus rester, genre. Ouais. En plus, je suis capable d'oublier. Si j'ai pas très bien dormi, que là, je prends pas de notes. Je suis capable d'oublier. Et là, les gens vont me détester. Et moi, j'ai besoin d'être aimé. Moi aussi. C'est ça. C'est quoi le truc ? Non, mais en vrai, réponds juste à ça, après on saute. On va dans le passé. De toute façon, il faudra décortiquer le truc, donc pas de souci. C'est quoi le truc qui fait que tu je l'ai su bien après, du coup, en voyant des psys, etc. C'est juste que j'ai eu une relation assez compliquée avec un genre de pervers narcissique qui a fait que maintenant, je m'auto-sabote pour me protéger en même temps. Ok. Donc, en fait, tout le long de la relation avec cette personne-là, ça a été assez compliqué parce que je me suis senti fautif, tout ce qui n'allait pas, c'était de ma faute. Ok. Et donc, lorsque ça s'est terminé, j'avais plus du tout d'estime. Vraiment, j'avais rien du tout. Et donc, maintenant... Tu peux m'amener dans cette relation, elle a duré combien de temps ? Quelques mois, je dirais 6 mois. Ok. Ouais. Est-ce que tu peux me donner des exemples de comment, justement, petit à petit, il t'a fait perdre confiance en toi, à te dire que tout est ta faute ? Est-ce qu'il y avait ça s'exprimait au travers de quel conflit ? Alors, ça a été beaucoup plus sexuel, du coup. Mais ça a commencé au tout début, il m'a peint un autre portrait carrément de lui. Et une fois que j'étais tombé un peu dans ses filets, il a montré ça. Peint quoi ? Il m'a peint quelqu'un qui aimait par exemple les randos, il aimait sortir, il aimait la plage, la fête, les grosses fêtes, c'était pas trop pour lui, la drogue, c'était derrière lui, ce genre de choses, quoi. Et ça a été tout l'inverse. Ensuite, sur les 6 mois, on a couché 2 fois les 2 premières semaines. Donc ça a été assez compliqué, surtout que le sexe, c'est quelque chose d'important pour moi. Et qu'est-ce qu'il te disait ? Justement, en fait, il me disait qu'il avait des problèmes vis-à-vis de son passé, qu'il n'arrivait pas forcément à bander, le sexe était un souci, etc., qu'il fallait que je sois patient, etc. Donc je l'étais. J'ai essayé de trouver des solutions pour raviver un petit peu ce truc. J'étais le seul à chercher des solutions et lui, toujours, c'était des problèmes, on va dire. Vous êtes parti dans votre rencontre dans un demi-soumis, vous avez abordé... Oui, directement, ouais. Et lui, t'as dit quoi ? Il kiffe. Ok. Ouais. Et les 2 fois où vous avez eu du rapport sexuel, c'était très bien, ouais, c'était bien. C'était bien. Il y avait même le petit côté fétichiste des pieds qui, normalement, qu'il kiffait aussi, soi-disant. Et en fait, au fur et à mesure de la relation, donc surtout après la relation, j'ai appris que on ne faisait rien parce que lui, il avait besoin d'être sous drogue, en fait, pour faire quelque chose. Et donc tout le long de la relation, moi je me suis remis en question parce que je voyais, par exemple, il allait se baigner, se doucher. Moi je passais juste après, je voyais très bien qu'il s'était branlé, par exemple. Ah ouais ? Ouais. Comment tu vois ça ? Il avait mal nettoyé la douche. Je voyais encore par terre. Toi tu vois du sperme ? Non, mais en fait le sperme, c'est un peu collant. Et en fait du coup il y a des petites surfaces où il y avait des petites saletés qui restaient en fait. Qui était collé. Donc, et par expérience, je sais que ça fait ça. Tu vois, je te dis, je me suis dit, il s'est branlé, mais du coup, son envie, soi-disant, il n'arrivait pas à bander, etc. Donc, l'envie est là. Donc, je comprenais pas. Donc, lui, on en parlé. Il m'a dit, non, mais c'est moi. Non, bref. Voilà, mais du coup, j'arrivais pas. Enfin, je savais que c'était moi, du coup. Tu vois, parce qu'il arrivait à très bien se branler. Ok. Et quand tu l'as confronté en disant, mais tu t'es branlé. Ouais.
Il dit quoi? Il a dit c'était normal, c'était humain, ça va exploser sinon. Tu vois, phrase typique. Ok, mais pour autant, il pouvait pas exploser avec toi? Non, dans le sens, ça va exploser, dans le sens où c'est un devoir. Il faut qu'il éjacule, quoi. Voilà, mais pourquoi il éjacule pas avec toi? Je sais pas. Il te répondait pas? Non. Il fuyait, je savais pas. Donc j'avais même pensé à lui, que c'était mon corps le souci, pas assez musclé, tu vois, parce que lui il était très dans la jet set, très dans le m'as-tu vu, etc. Et il me disait. Attends, il y a une jet set à La Réunion? Non, mais il était en France, lui. Ok. Tu vois ce que oui, mais il adorait ce monde-là, on va dire. Alors du coup, vous êtes à La Réunion là? Oui. Oui, donc lui, c'est un oreille, comme on dit, c'est un métropolitain. Non. C'est un Réunionnais. Un Réunionnais, mais qui a vécu. Qui a fait des allers-retours. Oui, il a vécu. Alors, il a vécu, on va dire, toute sa scolarité ici, mais pour le post-bac, il est parti là-bas. D'accord, ok. Voilà. Et là, il était de retour. Oui, il était de retour, etc. Okay. Il avait déjà travaillé en France, etc. Donc il avait déjà bien vécu en France, okay. On va dire. Parce que la situation du chemsex, le sexe avec des drogues, qui est un gros sujet dans des grandes villes, notamment à Paris où j'habite. Ouais. Toi, t'es au courant un peu à La Réunion, ça existe beaucoup? À l'époque, ça existe moins. C'est-à-dire toi, parce que toi, t'es pas connaisseur, c'est pas ton métier. Voilà. Je veux dire, c'est que sur Grindr et dans ton expérience, toi, qui pourrait être complètement erronée par rapport à une tendance générale, mais bon, c'est ainsi. C'est ça. Toi, t'as souvent des gens qui te proposent de la drogue est très présente. Non, on me propose pas forcément, et en général, tu les vois directement sur le profil, ceux qui recherchent. En général, ils l'écrivent directement. Donc ça existe quand même, ouais. Qui veulent du chemsex. Je suis tombé sur 2 profils en je ne sais combien de temps. Donc après, moi, je suis pas énormément, donc je peux sur pas. Grindr. C'est ça. Ok, tu peux donc, pas juger. Je peux pas savoir. Ok. Mais donc pardon, il était très jet set. C'est ça. Donc, voilà. Et donc, petit à petit, en fait, il te dit c'est toi le problème. Non, il n'a jamais dit que c'était moi le problème. Okay. Mais ce qu'il disait, ça n'allait pas dans le sens de ses actes. Donc, indirectement, je savais que c'était moi le problème. Ok. Qui a posé le diagnostic de pervers narcissique? Une psy. Ok. De la manière que je racontais, etc. Qui ne l'a jamais rencontré? Qui ne l'a jamais rencontré, par contre. Ouais, dans la manière que je racontais, etc. Ok. A dit que c'est sûrement un pervers narcissique, etc. Et puis, ça m'a aidé, moi aussi, qu'elle pose un mot, même si c'est pas forcément... Ok. C'est peut-être pas un vrai pervers narcissique, tu vois ce que je veux dire. Mais ses comportements étaient toxiques pour voilà, toi. exactement. Ouais. Et ce qui a fait qu'à la fin, j'arrivais même pas à recoucher avec... Au tout début, d'ailleurs, quand je couchais avec quelqu'un, je pensais à lui. C'est-à-dire que je voulais que ce soit lui, donc je fermais les yeux, j'imaginais que c'était lui. Okay. À ce point-là. Donc ça a pris du temps pour que ça revienne, une sexualité, on va dire, normale, sans que je sois perturbé, etc. Parce qu'en fait, tu te sentais amoureux de lui. Ouais. Et attristé dans l'incompréhension de pourquoi notre relation... Parce que pourquoi t'es resté 6 mois? Enfin, Parce qu'il me donnait toujours de l'espoir, en fait. Ok, ouais. Comment tu es resté 6 mois? Ouais, il me donnait toujours cet espoir qu'on le fera. Quoi? On le fera. Il a dit, il va voir un psy, il prend des médicaments, on le fera. Il prend des médicaments, des antidépresseurs? J'ai jamais vu. Il le disait. Pas des antidépresseurs, juste des médicaments. Je sais pas quoi, j'ai jamais vu de médicaments, mais il le disait. Et sinon, vous aviez une relation de couple, enfin vous alliez, vous mangiez? C'est ça, j'allais très souvent chez lui, on regarde des films, on va en soirée, on va chez ses amis, c'est sa famille. T'as rencontré sa famille? J'ai rencontré sa famille. Il est out? Oui. Il est gay ouvertement avec sa famille? Ouais. Okay. Mais vous n'avez pas fait de rando, c'est ça que je comprends? C'est ça, oui. Malgré mes propositions, etc., j'ai très vite compris qu'il n'aimait pas ça, au final. Il aurait menti? C'est ça. La Réunion est une terre de randonnée. Oui. Pour les gens qui ne savent pas. Oui, il y en a énormément. Il y a 8 millions de chemins. Oui, il y a énormément de choses à faire. Ok, puisque c'est des volcans. Ok. Comment ça s'est terminé? Une énième dispute sur le même sujet. Et il a fini par me dire on arrête. Mais ça, c'était assez violent. Ça s'est pas dit on va arrêter là, comme ça, gentiment. Non, ça a été, c'est monté très vite dans les tours, c'est quelqu'un de sanguin, donc ça a été assez violent. Et j'ai dû accepter, en fait, parce que je savais très bien que la relation, même mes amis me disaient, la relation, c'est pas du tout celle qui te convient, etc. J'arrivais juste pas à lui quitter. Et Pourquoi? dès le moment, je sais pas. J'arrivais pas à te dire, il me donnait de l'espoir. Il faisait en sorte qu'on avait des projets, il me parlait, on s'était jamais engagé, mais on en parlait en tout cas sur des projets qu'on aurait pu faire ensemble, etc. Des voyages, etc.
Et donc, du coup, j'aimais bien cette idée et je pense que je suis restée parce que j'avais encore cet idéal de relation qu'on aurait pu avoir. Ah, bien sûr. Donc, je me suis dit, allez, bien je entendu. reste. Voilà. J'ai fait ça pendant 6 ans. Donc, Ah, d'accord. ça me parle de ouf. De projeter, mais j'ai fait ça tellement longtemps, de projeter sur la situation, de projeter comment ça pourrait être mieux. Et à partir de ce fantasme, je dis putain, mais imagine, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, lui il est comme ça, ce pied qu'on va avoir. Et voilà. Et donc être dans un déni de la réalité, ouais, ça me parle vachement. Mais moi, c'était un problème d'estime de moi. Genre, moi aussi, du coup. Ouais. Le moment où en fait on s'inflige, parce que le fait qu'on rencontre quelqu'un qui nous dit des trucs, quelqu'un qui a des problèmes de santé ou qui a des difficultés, le fait je reste un peu et que voilà, c'est normal d'avoir des dos d'âne, des anicroches sur le chemin. Wesh, le moustique. C'est même pas un moustique en plus, mais c'est une espèce de grosse mouche. Ça c'est de la grosse mouche réunionnaise, ça. Très très chantante. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Parce que ça chante pas particulièrement ici. Non, du tout. Non, de ouf. Ça chante pas. C'est juste les moustiques qui font des usines comme ça dans ton oreille, quoi. Non, mais ça met la musique très fort sur la plage. On peut se le dire ou pas? À La Réunion. Mais oui, pas les humains, tu veux dire? Les humains, oui, pas les moustiques. Oulala. Ah, mais les gens, ils arrivent avec, soit la petite enceinte. Ou la grosse baffe. Non, mais il y a des gens. Oui. Mais je suis impressionné. Ça, sur un diable, genre, faut des roulettes tellement c'est gros. Ouais. Et ça t'ambiance. Poisson compris. La plage. Ah, mais pour ça, il faut connaître un petit peu les plages un peu moins familiales. Oui, c'est souvent des familles, c'est très convivial et tout. Hop, chaise, table, marmite. Ouais. Moi, je vois du rougail saucisse, je me dis, mais si seulement ils pouvaient m'inviter, quoi. Je tourne un peu autour, tel un chenapan. Je n'ai pas été invité. Les gens ont leur propre vie et n'ont pas besoin de moi. Du coup, on était en train de parler d'estime de soi et ok, il y a des anicroches, je reste un peu, mais le moment où on reste 6 mois... Mais j'avais aussi ce sentiment... D'un côté, j'avais perdu l'estime que j'avais de moi. D'un autre côté, je voyais qu'il avait besoin de... Enfin, j'étais comme une espèce de pilier, il avait énormément de soucis dans sa vie, etc. Et donc le fait d'être présent, ça lui faisait du bien, etc. Donc j'aimais bien aussi ce petit côté-là. Bien sûr. Donc ça me faisait pareil rester. Que moi. C'est-à-dire, je trouve que notre typologie, notre personnalité qui manque de confiance en soi, se met à des... Je parle en jeu, je me mets à des endroits où je deviens, je crois, essentiel, ou en tout cas je suis aidant. C'est ça. J'adore la posture d'aidant. Pire idée. Ça te fait marrer. Pourquoi ça te fait marrer? Ouais, parce qu'au final, je pense même qu'il n'avait pas besoin. C'est juste qu'il me faisait croire, quoi. Oh, et puis c'est notre responsabilité. Moi, je m'invente des rôles et les gens, ils m'ont rien demandé. Donc, j'ai jusqu'à partir. Exact. Oh, mais lui, il m'a demandé, par contre. Okay. Oui, mais il a verbalisé. Ouais. Oui. Tu fais un lien entre le kiff domi-soumis. Tu fais un lien entre estime de soi et cette relation compliquée. Enfin, en tout cas, le rôle de l'estime de toi sur ton comportement dans cette relation. Est-ce qu'il y a un lien, le domi-soumis et les 6 mois de cette relation un peu toxique? Non, ça a été bien avant même cette relation. Je kiffais cette relation de domination-soumission. Ouais, non, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas eu de répercussion. C'est une couleur sur la photo. Ouais. Le fait que tu aimes le domi-soumis, aucun lien avec... Ok, je vais être précis. Il y a des auditeurs là, des auditeuristes qui peuvent se dire, puisqu'il aime des mecs domis, il va vers des mecs toxiques. Parce que du coup, genre, je te roule des mécaniques, j'ai du muscle, je suis un homme, un vrai, je suis un domi. Et donc, des gens qui sont immatures, tout ça, c'est des préjugés, mais genre, je tire le fil et puis tu me dis ce que t'en penses. Des gens immatures, c'est-à-dire, dans les domis, il y a des délices et il y a des petits chats, mais il y a aussi des gens qui endossent ce rôle parce qu'ils sont dans une détestation de leur homosexualité, qui veulent jouer à l'hétéro. T'es d'accord avec moi quand même un peu? Qu'il y a un peu ça, oui. Il y a un peu ça. Ouais. Donc, t'as chopé la carte domi-toxique, et donc ça pourrait être là le lien qui est fait. Donc, je suis d'accord avec toi que ça existe, ce genre de choses, mais c'est pas du tout ce que j'aime. Ouais. Moi, dans la vie de tous les jours, je sais pas quelqu'un comme ça qu'il me faut, quoi. Et là, ce mec, ça correspondait pas du tout à ça. Au début, en fait, comme il a pas un portrait qui me correspondait. Ouais. Sauf que du coup, au final, c'était pas du tout lui. Ouais, je comprends. En quoi ça t'affecte pour la suite? Parce que dès qu'une relation, du coup, maintenant, je
je sens que j'arrive à un niveau de bonheur, on va dire, qui est tel que si demain ça se finit, je suis capoute, on va dire, intérieurement. Donc, je veux reprendre le contrôle et donc il y a plusieurs choses, hein, mais du coup, je veux reprendre le contrôle de mes sentiments. Et donc, soit je vais voir ailleurs parce que ça me permet de prendre de distance au niveau de mes sentiments avec la personne avec qui je suis, et donc de me sentir plus protégé, entre guillemets. Et d'un autre côté, dès que je sens dans la relation une petite distance, qui est des fois tout à fait normale, tu vois, bim, je vais aller directement sur la défensive, d'auto-sabotage, pour ne pas me retrouver dans l'état que j'étais en fait avant. Oui, pour toi, tomber amoureux, enfin pour toi, tomber amoureux, c'est être vulnérable, c'est être à découvert. Ouais. Et donc c'est un risque. Exactement. Ça fait flipper de ouf. Voilà. Ouais. Donc j'ai la peur de cet abandon, la peur de ressouffrir. Donc là, par exemple, ça a été compliqué avec Monsieur Compliqué. Et je l'ai nommé comme ça, mais c'est injuste parce que c'est pas bien, je pense. C'était une erreur de ma part. Parce que du coup, ça sous-entend que c'est lui le problème et que toi... Non, c'est... Bon, c'est un peu lui le problème, mais c'est beaucoup plus moi. Non, parce qu'il avoue lui-même qu'il m'a pas qu'il a un peu, enfin, qu'il ne m'a pas aidé non plus, mais ça a été beaucoup plus moi, ça c'est sûr. Vous vous connaissez depuis combien de temps ? 2 ans et demi. Ok. Et au début, c'était comment ? En fait, on a commencé à se voir avant l'Australie. Donc au début, on était parti sur... Toi, t'es parti en Australie 1 an. Ouais. On était parti sur du sex fun, quoi. Un peu un plan régulier où il n'y avait pas de statut. Mais on s'est vu 3 mois avant que je parte. Et en fait, au fur et à mesure, il a commencé à être exclusif et à avoir des sentiments. Donc même avant que je parte. À être exclusif, c'est-à-dire, toi de ton côté, tu batifolais telles les règles que vous avez dites. Au final, je le voyais que lui aussi. Ok, mais lui est devenu exclusif dans le sens, il n'avait pas d'autres partenaires et il te kiffait. C'est ça, parce qu'en fait, quand on se voyait, il voyait aussi d'autres gens. Au début. Compris, ouais. Et au fur et à mesure, il voyait que moi. Et moi, je pensais qu'on allait arrêter de se texter quand je serais en Australie, quoi, au fur et à mesure, au bout d'un an. Et ça ne s'est pas fait. On a toujours gardé contact, etc. Je suis revenu en vacances, soi-disant, mais après, j'ai eu un problème de visa, donc je suis resté à La Réunion. Et au final, on s'est lancé dans une relation sérieuse. Ok. Et au début, c'était comment, cette relation sérieuse ? Très bien. Comme juste avant l'Australie. C'est-à-dire, on ne se posait pas trop de questions. C'est juste que du coup, là, on a statué. Mais c'est tout, quoi. À quel moment donné, tu t'es auto-saboté et comment ? Alors, ça a été au moment où il y a eu une première baisse de... Comment dire ? Une baisse d'attention, mais au niveau sexuel, dans notre couple. Okay. On le faisait un peu moins, etc. Pourquoi ? C'est comme ça. Il a des périodes comme ça. Il m'avait expliqué par la suite après que lui, ça marche comme ça en fait. Il a des périodes. Et toi ? Et moi, j'ai des périodes certes, mais qui vont vers le haut et pas vers le bas. C'est-à-dire que moi, je suis à ce niveau-là. J'ai des périodes où ça augmente, du coup. Mais lui, c'est comme ça. Il a des périodes où il va vers le bas. Toi, du coup, t'as la base de la base. Ouais. La base, c'est combien de rapports dans l'idéal quand t'es en période basse ? T'es en basse saison ? De manière générale, pas forcément qu'on vient de se rencontrer, etc. Mais une fois par semaine, c'est bien. Ok. Minimum. Ouais. Et après, tu peux être au-dessus en haute saison. Ouais. En hot saison. Ouais, exactement. Je peux être vraiment au-dessus. Ok. Donc là, il y a moins de sexe parce que lui, il n'est pas sur ces mêmes rythmes. C'est ça. Et même quand il y en avait, c'était pas pareil, quoi. Et donc ça me faisait peur. Quoi, pas pareil ? Le sentiment que j'avais. Enfin, le lien, la... Ouais, quand on le faisait, j'avais moins ce sentiment de plaisir. Enfin, c'était différent. Il était en mode demi-soumis ? Vous étiez en mode demi-soumis ? Plus trop, non. À ce moment-là, non. Au début, vous l'étiez, mais... en fait, dans ces périodes basses, il est pas forcément dans ce mood-là. Ok. Ouais. Mais sinon, c'est un truc qui le correspond. Oui. Il adore ce côté-là. Ok. Et en fait, moi, donc je n'avais pas confiance, mais dès lors que lui, il était en période basse, ça me rappelait du coup cette relation où je couchais plus du tout et c'était moi le souci. Et j'avais petit à petit une perte de confiance, en gros. Et je voulais pas repartir en fait tout en bas. Et donc j'allais voir ailleurs pour remonter au niveau de cette confiance. T'es allé voir ailleurs quand ? Je suis allé voir ailleurs 2 fois durant cette relation. Une fois au bout de 8 mois après, peut-être 7 mois, 7-8 mois après.
il l'a découvert, tout ça. Donc ensuite, on en a parlé parce que lui, il était assez ouvert d'esprit. Donc il me disait si j'ai le besoin en fait d'aller voir ailleurs, il suffit de le verbaliser. Ensuite, on échange si lui, il est dans cette optique ou pas. Tu vois. C'était en gros, on ouvre la relation. C'est ça. Et sauf que je lui disais non, j'ai pas très envie. Moi, je suis dans la monogamie, etc. Et en fait, il n'arrivait pas à comprendre du coup mes actes. Et de là, donc c'est là où je suis parti voir une première fois une psy, etc. Donc on a continué sur ce chemin-là. Et on est reparti en fait dans une espèce de période où il y avait plus du tout de sexe. Donc et moi cette peur s'est amplifiée parce que moi je suis parti voir ailleurs et en fait au moment où on s'est réexpliqué et où il a décidé du coup quand même de continuer, il m'a clairement dit dans les yeux, il y a rien qui m'empêche d'aller voir ailleurs non plus. Donc tu vois, on a continué, mais moi j'avais toujours cette peur et je me sentais pas du tout légitime d'avoir cette peur parce que je l'ai provoquée. Okay, tu vois, je veux te dire. Donc et on est parti là-dedans. Ta peur de l'abandon, c'est-à-dire. Oui, c'est rejoint là-dessus. Et pourquoi est-ce que ton cerveau n'entend pas qu'il t'aime, enfin genre, ou je sais pas s'il t'aime, mais en tout cas il te dit plusieurs fois par ses actes qu'il a envie d'être avec toi et que ça marche, mais ton cerveau n'encode pas ça. En fait, le cerveau, il va se focaliser que sur les actes qui montrent pas ça. Ok. Tu vois. Même s'il y en a un seul dans la semaine, alors que tous les autres jours, c'est l'inverse, mon cerveau, il va se focaliser que sur le jour où j'ai pas eu cette attention, où tu vois. Oui. Et je vais interpréter aussi différemment. C'est-à-dire que j'interprète toujours la communication non verbale, mais à ma manière. C'est-à-dire que lui, c'est pas forcément ce que lui, il a voulu me faire comprendre, mais moi, je vais le comprendre différemment. Pourquoi est-ce que tu as une éloquence là aujourd'hui? Tu sembles très au clair sur les mécanismes idiots, mais les mauvais mécanismes que ton cerveau et les mauvaises décisions que ça te fait prendre. Du coup, ça veut dire que le travail est fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Là, tu me décris le truc. Donc ton travail psy, il est fait et aujourd'hui, vous êtes de nouveau ensemble et tu te sens un homme différent? Alors le travail psy, il est toujours en cours parce que là on a mis le point dessus, on va dire, mais j'ai toujours ces mécanismes qui reviennent. Donc il faut que juste trouver une autre manière en fait de faire, etc. Et maintenant que je les connais, c'est beaucoup plus simple de les contourner, de faire différemment maintenant. Et maintenant on est toujours ensemble, mais comme lui aussi de son côté, ça a été donc la première séparation parce que la première fois on n'a pas été vraiment séparés. Et en fait, lui, c'était un trop-plein. C'est-à-dire que lui aussi, il a une espèce de bataille intérieure. Il a envie de me voir, mais en même temps, il a envie d'être seul. Donc, c'est assez compliqué aussi de ce côté. Et du coup, nous deux, on avait besoin de temps, donc qu'on est en train de prendre. Et je lui ai dit, donc je lui ai tout dit aussi que je continue à voir la psy. Donc, il connaît tous mes soucis, il connaît toutes mes batailles intérieures que je dois mener. Et il est OK. Mais non, mais attends, mais du coup, parce que là, il t'a appuyé sur une de mes blessures passées. Genre, mais moi, c'est-à-dire ? Ah non, mais moi, les gens qui font, je veux qu'on soit ensemble, mais je veux être seul et tout. Non, mais en fait, j'ai envie de les pourrir, telle une mangue pourrie. Non, mais du coup, attends. Moi, je croyais que, voilà, il y a des hauts et des bas sexuels, mais qu'en fait, il te rassurait en te disant, j'ai envie d'être avec toi. C'est ce qu'il me disait. Il te disait, mais la première fois, ça. Ah, ok. Maintenant, il te dit, je veux être seul. Non, aussi. C'est juste que la première fois, ça s'est passé début d'année, où là, il me réconfortait, etc. La deuxième fois que je suis parti voir ailleurs, c'était vers septembre, par là, septembre-octobre, où là, il n'y avait pas de... Il ne me rassurait pas. C'est juste qu'on se voyait beaucoup plus, déjà, et en fait, il ne savait pas sur quel pied danser. C'est-à-dire qu'il avait, par exemple, il avait l'habitude d'aller à la plage tout seul, au moins une fois par semaine, ou de temps en temps, parce qu'il avait ce moment de besoin de ce moment de solitude, tu vois. Sûr. Mais il voulait quand même que je vienne avec lui, ce genre de choses. Et en fait, il avait ce besoin que je sois là, mais en même temps, ce besoin de solitude. Sauf que je ne savais pas tout ça. Il le disait pas, etc. Ça, c'est les difficultés. Je trouve que j'ai grandi dans une idée que le couple, c'est vraiment le Graal. Que quand tu es en couple, c'est absolument génial. Et donc, du coup, quand tu te mets en couple, tu galères à prendre soin de toi, à être seul, à savoir le communiquer en disant en fait je te déteste pas mais j'ai juste envie d'avoir des moments seuls. Et donc c'est tout un apprentissage. Exactement. Ok. Et vu qu'en plus lui il savait un peu mes soucis de peur de l'abandon, etc., il ne voulait pas non plus communiquer ses besoins où il avait besoin d'être seul. Ouais. Parce qu'il avait peur que j'interprète mal, etc.
Donc, on a quand même décidé de continuer parce que l'amour est encore là, etc. C'est juste qu'on a tous les deux des soucis. Mais on a beaucoup plus confiance en l'avenir, dans le sens où moi, je travaille dessus, je suis plus seul, on va dire, entre guillemets. Donc, c'est plus simple à travailler dessus. Avec le travail thérapeutique. C'est ça. Ok. Oui, elle me donne vraiment... En fait, la première... J'ai changé de psy, en fait, en cours de route. Et la première, ça fonctionnait pas trop sur moi, en fait. Alors que la deuxième, j'ai vu vraiment des effets quasiment immédiats, quoi. Parce que juste dans son aura, dans la façon dont elle te... Il y avait l'aura et surtout la première, elle était spécialisée dans l'hypnose et je trouvais que je n'étais pas sujet à ça en fait. Okay. Et la deuxième, elle est spécialisée? Elle est beaucoup plus dans les devoirs à faire. Elle me donne beaucoup de devoirs sur moi. Il faut que j'écrive, il faut que je fasse des tableaux, il faut que je me concentre sur moi. Elle tire sur ta corde soumis. Exactement. Elle te donne des ordres, elle te donne des tâches. À peu près. En fait, elle arrive à reformuler ce que j'arrive pas à formuler aussi. Okay. Donc quand on est en discussion, etc., moi je dépatouille à lui expliquer la situation et elle arrive à résumer en une phrase, quoi. Génial. Elle est gay-friendly? Je pense. Tu te sens à l'aise à dire... Elle est jeune, elle est... à dire soumis, les fétiches des pieds, t'en as parlé? Non, du tout. non, parce que ça n'a pas... j'ai pas senti le besoin. On a parlé même pas de domination-soumission. Parce qu'en fait, quand je suis partie la voir au début, j'étais plus avec Monsieur Compliqué. Et au fur et à mesure, je lui ai dit, on s'est remis ensemble. Et donc, le cap avait un peu changé de nos séances, mais tout simplement, en fait, c'était vraiment plus dans la construction d'une nouvelle base solide de notre relation, plutôt que sexuel. Voilà, non, c'est vraiment pas sexuel. Les relations. Exactement, c'était vraiment de l'estime que j'ai de moi, etc. Ouais. Ça a été un petit peu sexuel, parce que je lui ai dit, c'est dû à ça, c'est dû à cette baisse qu'on a eue, mais elle a dit, directement, on est parti sur l'ancienne relation. Oui, mais pas la nature des rapports sexuels. Non, du tout, ouais, exactement. Mais dans ces cas-là, tu pourrais la mettre dans l'annuaire. En fait, dans l'annuaire, tu sais, les auditeuristes queer, on a créé un annuaire, ce qui fait que tu mets le nom, le prénom, l'adresse du professionnel de santé, médecin, psy, que tu as consulté, avec qui tu t'es senti bien. D'accord. Et l'idée, c'est d'avoir un annuaire complètement subjectif, mais de gens queer qui peuvent du coup, si tu cherches un psy, un médecin, tu peux commencer par ces contacts-là, parce que tu sais que tu as quelqu'un d'autre qui lui a raconté des trucs queer et elle a pas eu des... Quoi. Ouais, elle était pas des... le lien est sur le site du podcast. Je te donne le site du podcast 8 fois par épisode. Je vais pas le refaire là. Mais tu pourrais, parce que je crois qu'il y a personne à la Réunion. Enfin, on n'a pas de contact à la Réunion. Ok. Mais tu seras libre de le faire ou pas. Ouais, ça marche. Est-ce qu'elle fait des ponts avec le passé, ta construction d'homme gay ou pas? Indirectement. Au niveau de la sexualité, oui, mais elle n'essaye pas de mettre ça en jeu. On fait des liens avec mon passé, quoi. Voilà. Ça veut dire quoi? Je comprends pas. Avec ma relation que j'ai avec mon papa, etc. Donc elle fait des liens. Elle fait des liens, voilà, mais pas forcément avec ma sexualité. C'est pas parce que je suis gay que, tu vois, non. Elle me fait des liens, donc les liens du passé, c'est dû indirectement à ma sexualité, mais elle ne tourne pas dans ce sens-là. Ok, c'est vachement intéressant. J'ai enregistré et si j'arrive à y penser, je vais y penser. Je mettrai dans le descriptif de cet épisode les 2 épisodes que j'ai enregistrés avec un psy gay qui s'est spécialisé dans l'accompagnement des hommes gays. Lui, il est queer. Il est basé à Paris. Je crois que le titre, si les gens essaient de le chercher, c'est un truc à rallonge. C'est genre 7 clés psychologiques sous-estimées quand t'es gay. Bon, en gros, on part du stress minoritaire. Il faut taper stress minoritaire. Et en fait, ce que les études montrent, c'est que ce que tu m'as très bien dit dans des mots quand on a préparé cet entretien, où tu as dit, j'ai dû rentrer dans un moule et j'ai dû m'adapter, faire tout un tas de compromis sur comment je bougeais dans l'espace, ce que je disais, ce que je pensais, tous ces reniements, parce que je suis gay et ou trop efféminé pour la masculinité qui m'entoure. Tout ça, en fait, ça a des impacts directs sur ta santé mentale d'adulte et ta capacité à faire lien. Point. Et c'est des études qui sont menées depuis pas mal d'années sur beaucoup de gens. Enfin, genre, ils sourcent. C'est pas genre un truc marketing qui date du mois dernier, quoi. Et bien entendu, là, je ne peux pas te citer le premier psy qui a fait ses recherches il y a longtemps. Mais si j'étais vraiment très intelligent, je le ferais là. Je l'insérerais.
Mais non, mais franchement, c'est solide, c'est de plus en plus prouvé. Et un peu comme ce que tu disais tout à l'heure, c'est une grille de lecture. Lorsque le psy l'a, on peut pas mettre dans des petites boîtes et tout catégoriser. Et c'est pas très, mais en fait, ça te pousse à poser des questions quand t'es psy ou quand t'es patient, à bien voir que l'estime de toi, si je suis très très bulldozer, énorme sabot, je ne suis pas thérapeute, soit, mais moi j'y crois de ouf. Le moment où tu t'es construit en étant humilié, rabaissé, avec une estime de toi à 0, où personne jamais ne t'a célébré pour ce que tu es vraiment, le fait que, avance rapide, 15 ans plus tard, face à quelqu'un où tu pourrais ouvrir ton cœur, t'as les mêmes automatismes de survie et une estime de toi qui a peut-être bougé de quelques niveaux mais qui reste basse, et t'es encore en survigilance de survie, et donc tu te montres pas réellement totalement, et t'es sans cesse dans la peur d'être abandonné ou attaqué, et donc tout ça ne te permet pas de créer des liens. Pour moi, c'est une évidence. Genre, comment tu veux insulter un enfant, un adolescent, et penser qu'adulte, il sera en capacité de se mouvoir, de... Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, non, c'est sûr que tout ce qu'il y a dans l'enfance, voire l'adolescence, ça a un impact après sur la vie d'adulte. C'est sûr et certain. Je te donne un travail, petit soumis. Tu vas m'écouter cet épisode et tu vas me le faire écouter à ta psy. Ok. Et donc, dans les grilles de lecture des psys, le rapport au père, à la mère, la place dans la famille, c'est des choses qui ont été étudiées et donc qui sont des grilles de lecture. Mais je pense que la grille de lecture de grandir gay peut apporter des clés, quoi. À quel endroit tu as eu l'impression de devoir couper des morceaux de toi pour rentrer dans un moule ? Tu sais quel bout t'as coupé ? Alors indirectement déjà quand on était en primaire et tout, j'avais pas forcément conscience, mais ça a commencé en primaire. Et il est joli ton lapsus. Confiance. T'avais pas forcément confiance, aussi, j'imagine. En primaire ça allait, mais c'est vraiment à l'entrée en fait du collège où là j'ai directement remarqué, on a commencé à efféminer, etc. Donc déjà c'est féminé. Je pensais pas, mais oui du coup. Aujourd'hui on te le dit encore ? Non. Ouais. Mais en primaire, je traînais un peu avec je voyais pas trop la différence, mes filles-garçons et les garçons qui étaient efféminés indirectement, que j'ai compris après bien sûr. Et du coup j'ai changé, enfin c'était plus le même collège du secteur, j'ai changé de secteur on va dire, où là c'était beaucoup plus cagnard en gros, j'hyperbolise, j'exagère. Hein. Ça veut dire quoi cagnard ? Cagnard, des racailles quoi, tu vois. Okay. Donc là, il y avait le contraste. Ça veut dire quoi parce qu'en fait, je pense que culturellement, ce terme, il est chargé de quelque chose de spécifique à La Réunion. Donc, c'est des gens c'est un milieu populaire, des gens qui ont peu d'argent. Les racailles ? Ouais. Pas forcément peu d'argent. Non, c'est juste le comportement. Vraiment très homme, très macho, ou même vraiment, tu vois que la démarche, c'est vraiment, tu vois, il bouge les épaules. Il roule des mécaniques. Virgile. Ouais, voilà. C'est vraiment homme, quoi. Vraiment, il faut qu'il fasse peur, quoi. En guillemets. Okay. Une racaille, quoi. Ok, masculinité toxique, genre j'ai un scooter. Ouais. Bien sûr j'ai un scooter, ok, je pense que je vois le truc. Comme ça, tu vois. Et ça s'habille particulièrement ? Oui, à l'époque c'était des bassat élite, je sais pas si tu vois c'est quoi. Ici on appelait ça bassat élite, c'était des espèces de longs... C'était un peu comme un jogging avec des rayures sur le côté, juste une rayure sur le côté. Alors ça, mais ils avaient tous ça, des baskets requins, je sais pas si on dit ça encore, okay. ou genre de TN quoi. T-shirt normal, casquette, pas forcément dans l'enceinte de l'établissement du coup, okay. Mais c'était un peu ce style-là quoi. Okay. Et en termes d'ethnie, il y avait des mélanges beaucoup plus ce qu'on appelle des malbars, en tout cas dans l'établissement dans lequel j'étais, mais t'avais de tout, mais majoritairement c'était des malbars. Toi, ton ethnie c'est quoi ? Métis créole. Parce qu'on a un peu parlé dans le pré-entretien. Oui, parce que moi, du coup, j'ai essayé de comprendre au travers de la carte de ce qu'on m'avait dit, mais il n'y a aucun des termes que j'ai appris dans lequel tu rentres. C'est ça, c'est okay. En guillemets. Oui, parce que toi, du coup, tu veux te décrire physiquement ? Brun, barbu, un peu... tu dirais que c'est caramel cette couleur de peau, je sais pas. Ouais, si tu veux. Caramel du coup. Et on m'a toujours dit que je ressemble à un latino. Enfin, pas ici du coup. Mais quand je voyage, etc., c'était plus un latino. Ok. Sauf qu'ici, on appelle ça un métis, quoi. C'est dans la partie 3
la partie toi, soit, et la partie 3 qu'on va explorer la suite de ton témoignage avec justement ces moules coupés. Moi, j'annonce. D'accord. J'annonce que... qu'est-ce que j'annonce? Ça fait peur. Ouais, je sais, t'as peur là. Je suis sûr que notre capacité à lâcher prise sexuellement, amoureusement, voire même artistiquement et professionnellement, à lâcher prise pour mieux prendre la prise, pour mieux lâcher prise, pour mieux choisir notre endroit. Pour mieux vivre, quoi. Pour mieux vivre, tu vois, pour être en total pouvoir de tiens, je vais m'habiller ainsi, je vais faire ceci, je vais faire cela, sexuellement, amoureusement, etc. Cette capacité-là, on peut tous la reconquérir, mais tous, nous les queers, mais que je n'ai encore jamais rencontré quelqu'un de notre génération, enfin peut-être que genre les jeunes de 18 ans aujourd'hui me diront le contraire, mais j'arrive pas trop encore à en avoir sur le podcast. Des gens qui ont tous genre 19 ans, ils sont aussi au début de leur chemin, ils ont pas trop envie d'en parler sur un podcast. Mais en tout cas, on a tous été violentés. Il y a vraiment, tu sais, il y a Didier Ribon, un sociologue qui parle de, tu nais dans l'insulte. Il y a un moment donné où, c'est le moule, quoi. Tu te coupes, efféminé, pédé, tapette, on est dans l'insulte et que ces fêlures, ces cassures, on a la possibilité de les reconquérir, mais que sans se réparer, on peut vivre une vie cassée. Avec l'incapacité à jouir totalement, à être maître de son destin. Il y a une reconquête, tu vois. Moi, c'est ça que j'observe. Et j'imagine que quand on est hétéro, on a aussi une reconquête. Parfois, c'est familial, parfois, c'est le milieu dans lequel on est, etc., etc. Je dis pas du tout que les queers, mais spécifiquement les queers autour de cette capacité à aimer et à s'aimer ont des putains de défis supplémentaires. Et j'annonce que ce que tu vas raconter est directement lié au premier épisode. Parce que les gens pourraient se croire, qu'est-ce que j'en ai à foutre de l'historique c'est quoi le rapport sur un podcast de l'intime? Et moi, je vois de ouf le rapport. Et on va terminer sur une question. Ok. Pourquoi j'ai l'impression, et j'ai vraiment mes lunettes de métropolitain, et si je dis une grosse bêtise, pourquoi j'ai l'impression que tu as un accent parisien? J'ai l'impression qu'on parle... Un accent parisien? Moi, j'ai un accent parisien. Tu vois, dans mon intonation, mon accent parisien est différent d'un accent marseillais, etc. Donc, le français a plein d'accents québécois et ça. Et moi, quand je parle à des Réunionnais, j'entends parfois un accent créole. Et toi, tu as un accent... Pas créole. Pas du tout, d'accord? Ouais, je le sais. C'est juste parce que ma mère, elle m'a empêché de parler créole depuis petit, tu vois. Bien sûr. Donc, parce que avec le créole... Enfin, c'était... D'après elle, c'était pour que je réussisse. Que je galère pas en français. Ouais. Parce que au créole, les auxiliaires sont inversés très souvent. Donc du coup, tu observes quand ils doivent écrire en français, ils mélangent les auxiliaires, etc. en exemple. Et j'ai aussi cette faculté, on va dire, de copier un petit peu la manière de parler ou l'accent de la personne qui sont autour de moi. Donc, comme Lara Fabian. Pas aussi bien. Mais par exemple, on me l'a déjà dit, ma relation, me suis compliquée. Avec lui, j'ai pas l'accent. Et dès que je vais avec ma famille, il me dit, t'as totalement l'accent créole, quoi. Ah ouais. D'accord, ok. Parce que Monsieur Compliqué est métropolitain? Et métropolitain. Ok, d'accord. Quelqu'un m'a dit, et ça, en métropole, moi j'ai des potes issus de l'immigration et cette génération-là, donc moi j'ai 38 ans, leurs parents, le français dit le français genre des livres et la langue du pouvoir. C'est moi, mon enfant, je veux pas qu'il parle une autre langue que la langue qui va lui permettre d'avoir un boulot. Et c'était une génération d'assimilation. Genre, il faut que tu t'assimiles, on gomme tout ce qui pourrait faire croire que... Voilà. Et j'ai entendu que c'est la même chose ici, qu'il y a plein de familles qui disent le créole, c'est la langue tu vas plus trouver un taf et tu auras plus de pouvoir, mon fils, si tu parles un français comme les Parisiens. En fait, ils voient pas l'importance du créole dans la vie de tous les jours ou dans la vie professionnelle. Tu vois. Toi, tu le vois? Ils oublient l'importance dans la vie professionnelle, bof, mais culturellement, c'est important. Tu vois, donc, toi, tu te connectes plus à la culture, tradition, créole, à pas effacer. etc. Ouais, voilà. Faut pas certes, je parle pas, ou elle n'a pas voulu que je parle, etc. Mais il faut pas non plus effacer, oublier
le créole. Ok. Tu vois ce que je veux te dire ? On va terminer sur une phrase en créole. Tu me trouves un truc à dire en lien avec ce qu'on s'est dit. Je dirais va où ça ou veut, mais où ça ou doit. Tu veux me dire ce que ça veut dire ? Va où tu veux, mais tu vas mourir là où tu dois. En guillemets. Donc en gros, c'est un peu moi ça me parle parce que il y a plein de gens qui sont en conquête. On va prendre l'exemple de la norme par exemple, où ils chassent leur naturel et ils veulent rentrer dans les normes, mais peu importe où tu vas mourir comme tu es. Tu vois ce que je veux te dire ? Donc ouais, ça me parle. Perds pas de temps à être un autre parce que de toute façon tu gagneras pas cette bataille-là. Exactement. Quand tu vas mourir comme tu es et pas comme tu as voulu voulu montrer quelqu'un d'autre, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Trop beau. Voilà. Amis messins, parisiens ou suisses, à vos agendas, prochaine rencontre entre auditeurs. À Metz, c'est le 11 et 17 janvier soir. À Paris, samedi 1er février après-midi. Et à Lausanne, samedi 15 février après-midi. À Paris et à Lausanne, ça sera des rencontres avec un cercle de parole enregistré. Attention, place limitée. Prends ta place maintenant en remplissant le formulaire sur le site du podcast, page rencontrer live, bit.ly/comment devenir. Et maintenant, je te donne les dernières infos sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Mais d'abord, on doit parler sous. Ce podcast, c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai pris 2 décisions. Première décision, je ne veux pas rendre le podcast payant. Je veux qu'il reste accessible. Deuxième décision, je ne veux pas non plus de sponsors commerciaux. Vous vendre du lubrifiant ou des godes que j'utilise pas, non merci. Je limite mes sponsors à des assos ou aux services publics dont je porte déjà les messages de santé, mais bon, ça réduit beaucoup mes possibilités financières. Donc je dépends de vous, mes petits auditorices. Depuis 1 an, je cherche 400 auditeurs, auditrices qui peuvent me donner 5 € par mois pour que ça me fasse un gros SMIC, une sécurité financière minimum. Le pari est risqué, demander des sous pour un podcast gratuit dans une culture francophone qui n'a, il faut le dire, pas l'habitude de soutenir ses créateuristes de contenu, c'est pas facile. On est 180 sur les 400. Je galère à faire décoller tout ça, alors si tu aimes mon contenu et que peut-être même ça t'aide, rejoins les 400 maintenant. Direction le site du podcast, tu vas pouvoir donner via ma plateforme de dons ou en direct avec mon RIB par mois ou en une fois pour un soutien annuel. D'ailleurs sur 1 an, ça fait 60 €, en gros le prix d'une séance de psy d'1 heure. Tu n'as pas de sous, t'inquiète, je comprends, alors clique tout de suite sur s'abonner. Dans ta plateforme d'écoute, active les notifications pour recevoir le titre de l'épisode dès sa publication et mets 5 étoiles et un commentaire sur la page du podcast sur Spotify et Apple Podcast. Ces petites actions, ça pousse l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donatrices. Bon, maintenant, faut que je te parle de ce qui se trame derrière le podcast avec notre belle communauté des auditeurs. Sur le site du podcast, tu trouveras notre annuaire collaboratif des soignants-soignantes gays ou queer-friendly. On se partage entre nous nos contacts des soignants avec lesquels on se sent safe, médecins généralistes, proctologues, psy, sexothérapeutes, etc. partout dans le monde. Tu trouveras aussi mes réseaux sociaux et ma communauté WhatsApp. Je te montre ma petite tête, je te raconte les coulisses du podcast. Souvent, je pose des questions pour des futurs épisodes. Je demande de l'aide ou toi, tu peux aussi m'envoyer des messages. Par exemple, des messages d'amour pour me motiver. Ça me fait très plaisir. Tu trouveras aussi sur ce site la communauté Discord du podcast. C'est là où les auditeurs peuvent parler entre eux, peuvent parler des épisodes, de culture et aussi de sexe et de leurs sujets intimes. Pour découvrir tout ça, tu tapes dans ton navigateur bit, c'est bit sans e.ly/comment devenir. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.